Alors, aujourd'hui et demain, donc, on va faire un cours sur les acides et les bases. On va être en cours acide-base. Donc, vous avez déjà entendu tous parler, vous savez tous ce que c'est qu'un acide et une base. Donc, on va revoir la définition d'un acide et d'une base. Et aussi, on va parler du solvant. Parce qu'on va voir que le solvant, dans lequel est dissous la molécule à caractère acide ou basique, joue un rôle important donc sur le caractère acido-basique d'une molécule. Alors bien évidemment pour vous, ce qui va vous intéresser surtout, c'est évidemment le caractère acide d'une solution aqueuse, c'est-à-dire d'une solution où la molécule est dissoute dans de l'eau. Mais on verra que si on étudiait le caractère acido-basique d'une molécule dans un autre solvant, parce qu'on peut très bien imaginer qu'une molécule acide ou basique est dissoute par exemple dans du méthanol, eh bien on va voir que le solvant joue un rôle sur l'acidité de cette molécule. Alors on va tout d'abord parler évidemment du solvant l'eau, puisque évidemment dans 99% des cas vous aurez affaire à des solutions aqueuses. Donc c'est important de connaître les propriétés donc, de l'eau. Alors l'eau, H2O. Alors l'eau, toute seule, on va dire sans aucune molécule à l'intérieur, l'eau est capable d'une réaction d'autoprotolyse. C'est-à-dire que deux molécules d'eau peuvent s'auto-associer pour donner des ions H3O+, et des ions OH-. Donc on a un équilibre, en réalité on peut avoir un petit équilibre de dissociation, un équilibre chimique de dissociation. D'accord ? Deux molécules d'eau, donc en équilibre, pour donner donc des ions H3O+, et des ions OH-. Donc évidemment, c'est un équilibre chimique, donc on peut lui associer une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, ça serait égal au produit de la concentration des ions H3O+, fois la concentration des ions OH-, divisé par la concentration en eau. Évidemment, comme l'eau est le solvant à très grande quantité, on n'en tient pas compte. Donc on écrit constante d'équilibre, c'est le produit des concentrations des ions H3O+, et des ions OH-. Alors on voit que cette constante d'équilibre a une valeur très faible. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 14. Donc évidemment, l'équilibre peut déplacer de la gauche vers la droite, évidemment. Puisque majoritairement, évidemment, on a des molécules d'eau. Néanmoins, donc, elle existe, ces constantes d'équilibre, elle vaut 10 puissance moins 14, à 25 degrés. Alors, cette constante d'équilibre K, on lui donne un autre nom, on dit que c'est le produit ionique de l'eau. Alors, KE, évidemment, c'est une constante d'équilibre, donc c'est une constante qui respecte les lois de la thermodynamique, donc sa valeur dépend de la température, ça c'est important. Donc KE vaut 10 puissance moins 14, mais à 25 degrés. N'oubliez pas que si on était à une autre température, à 30 degrés ou à 10 degrés, cette constante d'équilibre ne serait pas la même. À une constante d'équilibre KE, on associe donc toujours, on peut associer toujours le logarithme de cette constante d'équilibre moins log de KE, log étant le logarithme décimal, et donc on a donc le pKe de l'eau à 25 degrés qui vaut 14. Alors, quel est le pH de l'eau? Alors, il faut savoir que, par définition, le pH d'une solution, alors, pas forcément que de l'eau. Si vous dissolvez une molécule dans un solvant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, le pH de cette solution, c'est moins log décimal de la concentration des ions H3O+. Toujours. pH égale moins log de H3O+. Donc, à 25 degrés, quelle sera la valeur du pH de l'eau? Eh bien, il faut savoir que, ça c'est important à savoir, que toute solution est neutre. Elle est globalement neutre. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi, globalement neutre? Ça veut dire qu'il y a autant d'ions positifs que d'ions négatifs. Autant de charges plus que de charges moins. Donc, si on écrit l'électroneutralité de l'eau, dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des molécules d'eau, il y a des ions H3+, des ions OH-. Comme elle est neutre,
il y a autant de charge plus de charge moins. Donc la concentration des ions H3O+ est égale à la concentration des ions OH-. On remplace dans la constante d'équilibre et on trouve KE égale H3O+ au carré. Si on prend le log de cette équation, log décimal de KE égale 2 fois log de H3O+, on arrive donc à pH égale pKe sur 2. Donc à 25 degrés, le pH de l'eau est égal à 7. Alors ça c'est important, à 25 degrés. À 30 degrés, le pH de l'eau n'est pas de 7. Ça, c'est important à bien connaître. Le pH d'une solution, pas uniquement de l'eau, le pH d'une solution dépend de la température. Donc, on peut dire qu'à la température T, donc on va se mettre souvent à 25 degrés. Si on est à 25 degrés, donc dans les conditions normales, on dira par définition qu'une solution est neutre si le pH de la solution est égal à pKe sur 2. Qu'une solution est acide si le pH est inférieur à pKe sur 2. Alors ça veut dire quoi, acide? Ça veut dire que si le pH est très inférieur, par exemple, si on parle de l'eau, si on ajoute dans une solution aqueuse une molécule à caractère acide, si le pH est inférieur à 7, on dira que cette molécule est acide. C'est normal, les ions H3O+, seront majoritaires par rapport aux ions H-. Et enfin, on dira qu'une solution est basique si le pH est supérieur à pKe sur 2. Donc neutre, pH égale pKe sur 2, acide, pH inférieur à pKe sur 2, et basique si le pH est supérieur à pKe sur 2. Donc maintenant, on va revenir donc à la définition d'un acide et d'une base. Alors, donc si on prend comme solvant l'eau, ça veut dire si on dissout une molécule dans de l'eau, eh bien cette solution, après dissolution de cette molécule à caractère acido-basique, ça va modifier le pH de l'eau, du solvant. Donc ça va modifier la quantité des ions H3O+, et des ions OH-. Donc si ça modifie la quantité des ions H3O+, ça modifie son pH. Alors évidemment, toutes les molécules ne vont pas modifier le pH de l'eau, puisque si vous avez une molécule qui est neutre, c'est-à-dire qui n'échange ni ion H+, ni ion H-, bien le pH va rester égal à 7. Alors, donc supposons qu'on dissolve dans l'eau un acide, une molécule à caractère acide. Donc c'est quoi un acide? Un acide, c'est une molécule chimique, qui est susceptible de céder un ou plusieurs protons. Alors ce qu'on appelle protons, c'est des ions H+, évidemment. Donc c'est ça la définition. Une molécule à caractère acide, c'est une molécule qui va céder à la solution, au solvant, un ou plusieurs protons H+. Alors dans le cas de l'eau, si le solvant est l'eau, eh bien les ions H+, lorsqu'ils vont donc être libérés par la molécule, ils vont venir s'associer avec les molécules d'eau pour donner des ions H3O+. Puisque la molécule d'eau, on verra tout à l'heure, la molécule d'eau, donc le solvant, est un solvant très prototropique. C'est-à-dire que l'eau a une tendance, effectivement, à s'associer avec des ions H+, pour donner des ions H3O+. Donc, la réaction est la suivante. La molécule à caractère acide, on va la noter HA. Pourquoi on montre bien H? Pour dire que cette molécule va libérer un atome d'hydrogène. Exemple, l'acide acétique, CH3COOH. COOH, c'est une fonction acide, ça libère des ions H+. Donc HA, la molécule à caractère acide, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, on va donc avoir HA plus H2O. La molécule HA va libérer des ions H+, qui vont s'associer avec la molécule d'eau pour donner des ions H3O+. Et donc, vous allez avoir, d'une manière concomitante, libération des ions A-. Donc finalement, l'équilibre de dissociation de l'acide dans le solvant l'eau est la suivante. HA plus H2O donne A- plus H3O+. Donc, c'est un équilibre, on va définir une constante d'équilibre, K, qui est égale à la concentration des ions A- fois la concentration des ions H3O+,
sur la concentration des ions de la molécule HA. Donc c'est une constante d'équilibre, ça veut dire que quand l'équilibre est atteint, ces concentrations ne bougent pas, donc on peut calculer K. On va lui donner un nom particulier à cette constante, on va dire que c'est la constante d'acidité de la molécule HA. Constante d'acidité. Et donc comme pour le KE, on va définir un pKa qui sera égal à moins log décimal de la constante d'acidité Ka. Donc avec cette formule, on voit que une molécule sera d'autant plus acide qu'elle va libérer des ions H+. C'est-à-dire que Ka est grand. Donc on va pouvoir déjà dire que les composés à caractère acide seront plus ou moins acides. Les molécules qui seront le plus acides, qui auront un pouvoir acide le plus important, ce sont les molécules qui vont libérer le plus facilement possible les ions H+. Et comment on le voit d'une manière mathématique? On le voit avec la constante d'acidité Ka. Si la molécule HA libère facilement des ions H3+, ça veut dire que la constante d'acidité Ka est grande, et donc que le pKa est petit. Donc, une molécule est d'autant plus acide que sa constante d'acidité est grande et que son pKa est petit. Alors, exemple de valeur de constante d'acidité de pKa, par exemple l'acide acétique, un acide que vous connaissez tous. L'acide acétique, c'est CH3COOH. Qu'est-ce qui donne le caractère acide de cette molécule? C'est la fonction acide, COOH. Et bien dans l'eau, l'acide acétique CH3CO2H libère des ions H+, qui vont s'associer avec des molécules d'eau pour donner des ions H3+, et libérer l'anion CH3CO2-. Donc on a bien cet équilibre là, CH3COH plus H2O est en équilibre avec CH3CO- plus H3O+. Le pKa de la constante d'acidité de cette molécule est de 4,8. pKa égale 4,8. Alors c'est une constante d'équilibre. Donc le pKa évidemment dépend de la température. Donc on ne le spécifie pas tout le temps, mais il faut bien savoir que c'est donné à une température donnée. À 25 degrés, le pKa du couple CH3COOH, CH3CO- est égal à 4,8. Alors là, j'ai déjà parlé de couple. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'à chaque fois, vous avez l'acide AH associé à la forme A-. CH3COOH donne CH3COO-. Donc, on parlera de couple acido-basique. Et ici, on parlera du couple CH3CO2H, qui est la forme acide, et CH3CO2-, évidemment, c'est la forme basique. Donc, on parlera de couple acido-basique, et on parlera du pKa d'un couple. Donc ici, c'est le pKa du couple CH3COOH et CH3COO-. Donc, on a vu donc la définition d'un acide. On va voir maintenant la définition d'une base. Alors, une base, c'est quoi? Une base, un composé basique, c'est une molécule qui, à l'inverse, évidemment, va être susceptible de capter des protons. Donc, on va noter cette base, on peut la noter grand B, par exemple, ou un moins. Alors, si on la note B, on dira, la molécule basique, grand B, dans le solvant l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va capter des protons H+, donc pour donner BH+, et libérer évidemment des ions OH-. On pourrait donc définir une constante de basicité pour ce couple B-BH+, en disant que le Kb, c'est égal à BH+, concentration de la forme acide, BH+, fois la concentration des ions OH- sur la concentration de la base. Et on pourrait définir un pKb égale moins log de Kb. Alors, on verra que, par la suite, c'est rare qu'on utilise cette notion de Kb. Vous verrez que, usuellement, on n'utilise que la notion de Ka, de constante d'acidité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'un acide, on peut classer la force d'un acide, c'est-à-dire sa facilité
à libérer des ions H+. Un acide est d'autant plus fort qu'il libère facilement des ions H+. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide qui est totalement dissocié? Un acide totalement dissocié dans l'eau, c'est un acide qui va libérer la totalité de ses ions H+. Donc ça veut dire que si vous avez un acide, une molécule à caractère acide, qui est totalement dissociée dans l'eau, ça veut dire qu'on ne va plus écrire de constante d'équilibre. Exemple, l'acide chlorhydrique, HCl, c'est un acide dans l'eau qui va libérer la totalité des ions H+, pour donner des ions H3+, et des ions Cl-. Donc là, ici, je ne vais pas écrire d'équilibre chimique. Je n'écris pas d'équilibre chimique puisque la molécule HCl dans l'eau libère totalement les ions H+. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de constante d'équilibre puisqu'il n'y a pas d'équilibre chimique. Donc on dira qu'un acide, on va dire, totalement fort, totalement dissocié, on ne peut pas lui associer une constante d'équilibre, il n'y a pas de constante K, puisqu'il est complètement dissocié. On dira que cet acide est fort, complètement fort. Exemple d'acides forts, qui sont, je préfère dire complètement dissociés, vous avez donc l'acide chlorhydrique, que vous connaissez tous. Vous avez aussi l'acide sulfurique, qui est un acide qu'on peut classer comme acide totalement dissocié. Alors pareil pour les bases. Vous avez des bases qui sont totalement dissociées dans l'eau, comme la soude NaOH. NaOH est un composé basique, c'est une base forte évidemment, qui va libérer totalement les ions OH-. Donc c'est une base forte. On ne lui associe pas de constante de basicité, puisque évidemment vous n'avez pas de constante d'équilibre. Alors, je rappelle que ce qui permet de dire que l'acide chlorhydrique est fort, c'est parce qu'il est fort dans l'eau. Il est totalement dissocié dans le solvant l'eau. On verra que dans un autre solvant, l'acide chlorhydrique peut avoir un caractère faible. Vous, j'allais dire dans les classes antérieures, on vous a toujours dit, je pense, que l'acide chlorhydrique était un acide fort parce que vous n'étudiez que le solvant l'eau. Mais en réalité, l'acide chlorhydrique, on le verra tout à l'heure, est un acide qui peut avoir un caractère faible si il est dissous, par exemple, dans le méthanol. Si vous mettez quelques gouttes, une certaine quantité d'acide chlorhydrique dans le méthanol, eh bien dans ce cas-là, vous aurez un acide HCl qui sera un acide faible. On lui définira une constante d'acidité. Alors, si on revient maintenant à un acide du type AH, classique, c'est-à-dire par exemple qu'il n'est pas complètement dissocié dans l'eau, donc il a un certain équilibre, et donc on peut lui définir un pKa. Donc l'équilibre est toujours le même, AH, l'acide AH, dans l'eau, va libérer des ions OH- et des ions H3O+. Alors, je reviens sur la notion de couple, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je reviens ici. Vous avez AH plus H de A- plus H3O+. AH est bien un acide, puisqu'il libère des ions H3O+. A- est bien une base. Pourquoi c'est une base? Parce que, si je regarde cet équilibre, A- va capter des ions H+. Donc AH est bien la forme acide, et A- est la forme basique. On dira que AH et A- sont des espèces conjuguées. A- est la base conjuguée de AH, et AH est l'acide conjugué de A-. Et on va noter le couple AH-A-. Généralement, on met AH, la forme acide, à gauche, et on met la forme basique à droite. Si je reprends le couple CH3COH, CH3COO-, CH3COOH, c'est la forme acide de la base CH3COO-. Donc on parlera de couple acido-basique. On va essayer de répondre à la question suivante. On suppose qu'on a de l'eau.
Et dans l'eau, on va ajouter une certaine quantité d'une molécule à caractère acide, par exemple AH. On met, par exemple, l'acide acétique, on a l'eau, et on va mettre une certaine quantité d'acide acétique. On va ensuite mesurer le pH de cette solution. Et la question qu'on se pose, c'est de se dire quelle est l'espèce prédominante en fonction du pH. Ça veut dire, si par exemple, on met quelques gouttes d'acide acétique dans de l'eau, et qu'on mesure le pH, que ce pH soit égal à, par exemple, 5, à pH 5, est-ce que dans cette solution, quelles sont les espèces majoritaires? Est-ce que c'est les ions H+, est-ce que c'est les ions OH-, est-ce que c'est AH, etc. Donc pour répondre à cette question, on va étudier ce qu'on appelle le diagramme de prédominance des espèces. Et on va établir ce qu'on appelle la relation d'Anderson. Alors, on va donc réécrire toujours l'équilibre de dissociation de AH dans l'eau. AH plus H2O donne A- plus H3O+. À l'équilibre, on va calculer la constante d'acidité Ka. Et on va prendre le pKa. Alors le pKa, c'est moins log de Ka. Donc moins log de Ka, si je prends donc le logarithme de A- de H3, de ce terme-là, je vois bien que pKa, qui est égal à moins log de Ka, c'est donc égal à moins log du rapport A- sur HA, moins log de H3O+. Ça, c'est des mathématiques simples. Donc on voit que pKa est égal à moins log de A- sur HA plus pH, puisque moins log de H3O+, est égal à pH. Donc finalement, on peut dire que pH, le pH de cette solution, obtenu en dissolvant l'acide HA dans l'eau, le pH de cette solution peut être donné par la formule pH égale pKa, pH égale pKa, plus log de A- sur AH. pH égale pKa plus log de A- sur AH. Alors, je vous avais dit qu'on voulait répondre à la question suivante, c'est-à-dire savoir, suivant le pH de la solution, quelles étaient les espèces qui étaient majoritaires. On va supposer que le pH de la solution obtenue après dissolution de H dans l'eau, que le pH de cette solution est égal à pKa. Si le pH est égal à pKa, si je reprends la relation précédente, ça veut dire que log de A- sur AH est égal à 0. Si log de A- sur AH est égal à 0, ça veut dire que A- sur AH est égal à 1. Donc ça veut dire que A- est égal à AH. Donc ça veut dire que si le pH de la solution obtenue est égal au pKa du couple acido-basique, ça veut dire que dans la solution, j'ai un mélange équimolaire. Équimolaire, ça veut dire que la concentration est la même. J'ai un mélange équimolaire de la forme basique A- et de la forme acide AH. J'ai autant de formes acides que de formes basiques. Donc si j'ai autant de formes acides AH que de formes basiques A-, le pH de la solution est égal au pKa du couple. Si, à l'inverse, le pH est inférieur au pKa, ça veut dire que log de A- sur AH est inférieur à 1. Ça veut dire mathématiquement que la concentration des ions A- est inférieure à AH. Ça, c'est logique. Pourquoi? Si le pH est inférieur au pKa, ça veut dire que mon pH diminue. Donc, ça veut dire que, si le pH diminue, ça veut dire que la quantité des ions H3+, augmente. Donc, ça veut dire que ma solution a plutôt un caractère acide. Si elle a un caractère acide, eh bien, évidemment, j'ai moins de base A- que de forme acide AH. Donc, ça, c'est logique. Donc, si le pH est inférieur à pKa, la forme acide prédomine, la forme AH prédomine. Et évidemment, à l'inverse, si par contre le pH de la solution obtenue est supérieur au pKa,
Eh bien évidemment, log de A- sur AH est supérieur à 1. Et donc ça veut dire que la concentration des ions A- est supérieure à la concentration des ions AH. C'est encore logique, ça veut dire que j'ai plus de formes basiques que de formes acides. Donc conclusion. Pour tracer mon diagramme de prédominance des espèces, je vais tracer un axe horizontal, une suite flèche horizontale, dirigée vers la droite, et au milieu, je vais mettre pKa. Si le pH est inférieur au pKa, donc si je suis plutôt ici, on dira que la solution a plutôt un caractère acide. Si le pH est supérieur au pKa, on dira que ma solution a plutôt un caractère basique, donc que la forme A- est majoritaire. Évidemment, si le pH est inférieur au pKa, ma solution a plutôt un caractère acide, et c'est la forme acide AH qui est majoritaire. On va voir qu'il y a un domaine, on va dire, il y a deux domaines qui sont intéressants. C'est le domaine pH très inférieur à pKa, et on va dire, pour dire ce domaine, pH inférieur à pKa-2. Si le pH de la solution est inférieur à pKa-2, c'est-à-dire si on se trouve là, on pourra dire que la forme A- est vraiment très très inférieure à la forme AH. On pourra dire que la quantité de A- tend vers 0. Et donc dire dans ce cas-là que la quantité des ions A- est négligeable, est très très négligeable, on peut dire qu'elle est quasiment nulle, par rapport aux ions, par rapport à la forme AH. A l'inverse, évidemment, si le pH est supérieur à pKa plus 2, on pourra dire que, dans ce cas-là, la forme AH tend vers 0, il n'y a quasiment plus de forme acide, et que A-, la quantité de A-, est nettement supérieure à la forme AH. Et par contre, dans l'intervalle pKa-2, pKa plus 2, on pourra négliger aucune forme. On ne pourra pas dire que A- est nettement inférieur à AH, ou que AH est vraiment nettement supérieur à A-. On ne pourra pas négliger ni A- ni A2. Alors ça ne veut pas dire que si le pH est supérieur à pK, y compris entre pKa et pK plus 2, on aura toujours AH qui sera supérieur à A-. Néanmoins, on ne pourra pas négliger A- par rapport à AH quand on fera des calculs. Donc conclusion, quand vous dissolvez une molécule à caractère acide, AH, si on connaît son pKa, eh bien si le pH de la solution obtenue est inférieur à pKa-2, on pourrait dire que l'espèce majoritaire est la forme acide AH. On négligera les ions A-. Si le pH est supérieur à pKa plus 2, on pourra négliger la forme basique, la forme acide AH, et on dira que la forme A- est majoritaire. Et puis si le pH est compris entre pKa-2 et pKa plus 2, on pourra négliger aucune des deux formes. Les deux formes AH et A- coexistent. Donc ça c'est important de connaître ce domaine. pH inférieur à pKa-2, c'est AH majoritaire. pH supérieur à pKa plus 2, c'est A- qui est majoritaire. Et si le pH est compris entre ces deux valeurs limites, on ne peut négliger aucune des deux espèces. On va revenir 2 secondes sur la force d'un acide et la force d'une base. Je rappelle que j'ai dit tout à l'heure que si on prend, j'ai expliqué pourquoi, si on prend une molécule AH, donc sa base associée c'est A-, on aura le couple AH-A-. Je vous ai dit que un acide, donc cette molécule AH, sera d'autant plus acide que le pKa est petit, c'est-à-dire qu'il va libérer facilement des protons H+. Et évidemment, la forme A- sera d'autant plus basique que le pKa est grand, évidemment. Donc on peut classer donc la force
d'un couple acido-basique. On peut faire le classement par ce petit schéma où on écrit, où on met une flèche. Moi j'ai mis la flèche dirigée vers le bas, mais ça ne change rien. Donc j'ai mis une flèche verticale vers le bas. C'est l'échelle des pK. Plus on va vers le bas, plus le pKa augmente. Sur cet axe vertical dirigé vers le bas, j'ai placé le couple, par exemple le couple CH3COOH, CH3COO-, qui a un pKa de 4,8. Donc à gauche, j'ai mis la forme acide, à droite, j'ai mis la forme basique. On va prendre un autre couple acido-basique. C'est le couple acide fluorhydrique HF. Cet acide fluorhydrique HF dans l'eau peut libérer des ions F- et donc libérer aussi des ions H3O+. Donc HF est un acide, mais c'est un acide faible. C'est un acide faible puisque on n'a pas une réaction totale. C'est pas comme l'acide chlorhydrique. HF plus H2O donne H+, H3O+, plus F-, et c'est un équilibre. Donc, on a un pKa. Le pKa du couple HF-F- est de 3,2. Donc, à gauche, on met les acides. À droite, on met les bases. Donc, on voit bien que si on vous disait quel est entre l'acide fluorhydrique et l'acide acétique, on vous donne les deux pK, 3,2 et 4,8, on vous dirait la question suivante. Quel est l'acide le plus fort? Eh bien, réponse, l'acide fluorhydrique HF appartient à un couple dont le pKa est de 3,2. L'acide acétique appartient à un couple dont le pKa est de 4,8. L'acide le plus fort, c'est HF, puisque son pKa est plus petit, 3,2. Donc, réponse à la question, HF est un acide plus fort que l'acide acétique. Ça veut dire qu'il va libérer plus facilement des protons que CH3COH, puisque son pKa de 3, est égal à 3,2, il est inférieur à 4,8. Donc évidemment, c'est l'inverse pour le caractère basique. F- est une base plus forte, l'ion fluorure est une base plus forte que l'ion CH3COO-. Alors à partir de... On dira qu'on a classé la force des acides et des bases. À partir de ça, on pourrait essayer de répondre aussi à la question suivante. Dans l'eau H2O, on va mettre une certaine quantité d'acide fluorhydrique, HF, et on va ajouter aussi une certaine quantité d'ion acétate CH3COO-. Donc je reprends. On a le solvant l'eau, et dans le solvant l'eau, on va mettre une certaine quantité d'acide fluorhydrique HF, et on va ajouter une certaine quantité d'ion acétate CH3COO-. La question est la suivante. Est-ce que la molécule HF va réagir avec les ions CH3COO-? Alors, est-ce que c'est une réaction chimique qui va se faire? Alors, comment on répond à cette question? On voit que dans l'eau, on a mis quoi? On a mis un acide, HF, et on a ajouté une base, CH3COO-. Alors on se dit, est-ce qu'il va exister une réaction chimique entre ces deux entités? A priori, si on raisonne, on se dit, possible, pourquoi? Possible parce que la molécule HF, on vient de voir que c'est une molécule à caractère acide, elle va donc avoir tendance à libérer des ions H+. Et ces ions H+, libérés par HF, vont sans doute venir être captés par les ions CH3COO-, puisque CH3COO- c'est une base. Donc a priori, on se dit, oui, c'est sans doute possible que HF réagissent avec CH3CO-, puisque les ions H+ de HF vont sans doute être captés par les ions CH3COO-, et HF libérera ainsi
l'ion fluorure F-. Mais pour que cette réaction se fasse, il faut que HF soit un acide suffisamment fort. C'est-à-dire que HF libère facilement ses protons H+. Et ici, ça va être le cas, puisque on voit bien que dans ce cas, HF est un acide plus fort que CH3COOH. Donc HF est un acide plus fort que CH3COH. Donc il va avoir une force suffisante pour libérer ces protons qui vont être captés par la base plus forte que F- par CH3CO- pour donner CH3COOH et F-. Donc on aura bien donc la réaction suivante, HF plus CH3CO- va donner CH3CO2H plus F-. Alors c'est un équilibre chimique, mais on voit que cet équilibre chimique va être plutôt fortement déplacé vers la droite. Comme HF libère facilement ses protons, ils vont être captés facilement par CH3CO- pour donner CH3COH et F-. Donc conclusion, la réaction entre l'acide fluorhydrique et CH3CO- va pouvoir se faire. Et on dira la règle la suivante, quand on met un composé à caractère acide faible avec une molécule à caractère base faible, c'est toujours l'acide du couple le plus fort qui réagit avec la base du couple le plus fort pour donner l'acide le plus faible et la base la plus faible. On le voit bien si je reviens sur mon schéma. L'acide le plus fort, HF, pKa 3,2, réagit sur la base la plus forte, CH3CO2-, pKa de 4,8, pour donner l'acide le plus faible entre les deux couples, CH3COOH, et la base la plus faible, F-. On dira, bon, moi même si je n'utilise pas cette notion, mais peu importe, on dira qu'on a la relation gamma, puisque quand on a écrit correctement sur un axe, donc quand on a placé correctement les couples, on voit bien que HF réagit sur CH3CO2- pour donner CH3CO2- plus F-. On voit bien on décrit la lettre grecque gamma. Alors, ensuite, il faut savoir que dans une molécule peut libérer, je vous ai dit, une molécule à caractère acide, c'est une molécule qui libère des protons. Là, on vient de voir que j'avais pris la molécule AH et j'ai dit AH plus H3O plus donne A-, de AH plus H2O donne A- plus H3O plus. Et j'ai dit dans ce cas-là que A- que AH libérait un H+. AH donne A- plus H+. Donc, ici, j'ai supposé que ma molécule à caractère acide libérait un proton. On dira dans ce cas-là qu'on a un monoacide. Un monoacide, c'est une molécule qui libère un proton. Dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Donc si on disait AH, on dira monoacide. Donc tout ce que j'ai dit, c'était pour les monoacides. Mais vous avez des molécules qui peuvent libérer plusieurs protons. Dans ce cas-là, on parlera de polyacide. Un polyacide, c'est une molécule qui peut libérer un ou plusieurs protons. On va voir par exemple le cas d'une molécule qui peut libérer 2 protons. Alors, comment on note cette molécule?
Une molécule qui libère un proton, on l'a noté AH. Donc on se dit, si elle libère deux protons, on va noter AH2 ou H2A. Donc un diacide, c'est une molécule, par exemple, du type H2A. Alors si on écrit l'équilibre de dissociation de cette molécule à caractère acide, on se dit que si j'ai ma molécule H2A, je la dissous dans une certaine quantité d'eau. Eh bien, dans le solvant l'eau, je vais avoir H2A plus H2O est en équilibre pour donner HA- plus H3O+. H2A va d'abord libérer un proton. Ce proton libéré va réagir avec l'eau pour donner H3O+, et libérer HA-. Donc c'est le premier équilibre. À cet équilibre chimique, vous avez une constante d'équilibre, donc une constante d'acidité K1. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez H2A, donc la molécule acide H2A, qui va donner HA-. HA-, on revient à un monoacide de tout à l'heure. Donc HA-, lui aussi, va pouvoir, avec l'eau, libérer un autre proton. Donc on va écrire un deuxième équilibre. HA- plus H2O donne A2-. HA libère un proton. Donc HA- va donner A2-, plus un proton H+, qui va toujours réagir avec le solvant l'eau pour donner H3O+. Donc ici, on a en réalité deux couples acido-basiques. On a le couple H2A, HA-. Dans ce cas-là, la forme acide c'est H2A, la forme basique c'est HA-. Mais HA-, comme tout à l'heure, va libérer des ions A2-. Donc on a un deuxième couple acido-basique qui est HA-, A2-. Et dans ce cas-là, HA- c'est la forme acide et A2- c'est la forme basique. Donc conclusion, si j'écris le diagramme de prédominance des espèces que j'ai expliqué tout à l'heure, on va m'écrire une flèche horizontale, on va mettre les deux pK, pKa1, pKa2. pKa1 est toujours inférieur à pKa2, évidemment. Et on va mettre le diagramme de prédominance des espèces. On voit bien que si le pH de la solution, j'ai dissous du H2A dans l'eau, si le pH de la solution obtenue est très inférieur à pKa1, eh bien automatiquement, ça je ne le démontre pas, on imagine bien que la solution a plutôt un caractère acide. Et si je suis très inférieur à pKa1, l'espèce majoritaire est la forme H2A. Si le pH de la solution obtenue est compris entre les deux pK, est compris entre pKa1 et pKa2, l'espèce majoritaire, ça sera la forme HA-. Et évidemment, si le pH de la solution obtenue est nettement plus grand que pKa2, l'espèce majoritaire, ça sera la forme A2-. Donc voilà le diagramme de prédominance des espèces d'une solution obtenue en dissolvant H2A dans l'eau. Donc, c'est exactement, j'allais dire, le même raisonnement que tout à l'heure. Si on est en milieu très acide, c'est la forme acide qui est majoritaire, H2A. Si on est en milieu très basique, c'est la forme la plus basique qui est majoritaire, c'est-à-dire la forme A2-. C'est normal. Et si on est entre les deux, on a la forme HA-. Alors, cette forme HA-, elle est intéressante quand on a un diacide. Pourquoi? Parce qu'on voit que la forme HA-, elle joue à la fois le rôle d'une base et le rôle d'un acide. Pourquoi? Dans le premier équilibre que j'ai écrit, H2A est en équilibre avec HA-, on voit bien que HA- est une base puisqu'il capte des protons H+. Donc c'est bien une molécule à caractère basique. Par contre, dans le deuxième équilibre, HA- libère des protons. Donc c'est bien, il joue bien un caractère acide. Donc on a bien HA- qui est une molécule.
on voit bien que H- dans ce cas-là est une molécule qui a à la fois un caractère acide et à la fois un caractère basique. On dira que cette molécule est un ampholite. Une molécule ampholite, c'est une molécule qui a à la fois un caractère acide et basique. Ça, c'est une notion importante. Ampholite. Donc, d'une manière générale, un ampholite, une molécule ampholite, c'est un composé susceptible de réagir quand il est dans un solvant à la fois comme un acide ou comme une base. Par définition, de manière générale, un ampholite, c'est une molécule qui, lorsque vous le placez dans un solvant, le plus souvent l'eau, il peut soit capter un proton, soit céder un proton. Donc on dira, donc il a les deux caractères. Il peut soit agir comme un acide, soit agir comme une base. Si je reviens donc toujours à mon diagramme de prédominance des espèces, j'écris exactement la même chose, c'est le même diagramme. Je mets ma flèche horizontale. Je mets ma flèche horizontale. Donc, A2- est majoritaire quand le pH est supérieur à pKa plus 2. H2A, la forme acide, est majoritaire quand le pH est inférieur à pKa1. Et l'espèce Ha-, est plutôt majoritaire quand le pH est compris entre pKa1 et pKa2. Alors il y a une valeur de pH de la solution qui est intéressante. Je ne la démontre pas, cette valeur. Mais on peut démontrer que si le pH de la solution obtenue est égal à pKa1 plus pKa2 sur 2, c'est-à-dire si, je reprends, si je dissous la molécule H2A dans de l'eau, et que la solution obtenue a un pH qui est égal à la moitié des pKa, des pKi. Donc c'est-à-dire si le pH de la solution obtenue est égal à pKa1 plus pKa2 sur 2. Dans ce cas-là, je peux dire que l'espèce qui est majoritaire, mais vraiment, et que toutes les autres espèces ont une concentration quasiment nulle, c'est l'espèce Ha-. C'est-à-dire que si je dissous dans l'eau l'acide H2A et que j'obtienne un pH égal à pKa1 plus pKa2 sur 2, ça veut dire que dans cette solution, j'aurai quasiment plus que de l'ampholite Ha-. Donc si au départ j'avais dissous une concentration C de molécules H2A, si le pH de la solution obtenue est égal à pKa1 plus pKa2 sur 2, ça veut dire que la concentration en ampholite est égale à grand C. Toutes les autres espèces ont une concentration quasiment nulle. Alors on va prendre l'exemple, c'est pour ça que j'en ai parlé, des ampholites. La molécule, j'allais dire la molécule en chimie organique, qui joue un rôle majeur, c'est évidemment la molécule d'acide aminé, puisque vous avez déjà vu en biochimie que la molécule d'acide aminé, c'est une molécule, c'est la brique des protéines, évidemment, qui joue un rôle évidemment majeur en biologie, en biochimie. Donc l'acide aminé étant la brique des protéines, puisque je rappelle qu'une protéine, c'est un polymère d'acide aminé. Donc, cet acide aminé, une molécule d'acide aminé, joue donc un rôle absolument majeur dans la construction des protéines. Eh bien, cet acide aminé, une molécule d'acide aminé, est un ampholite. Alors, la formule générale d'un acide aminé est la suivante. C'est grand R, donc, c'est, alors je n'entrerai pas dans le détail de la structure de R,
Ça, vous verrez ça en biochimie. Grand R, ça peut être, par exemple, R peut être égal à H. Grand R, ça peut être un noyau benzénique, etc. Vous avez plein d'acides aminés qui sont d'ailleurs classés, dont les propriétés physico-chimiques sont classées en fonction des propriétés physico-chimiques de grand R. Mais peu importe. Donc d'une manière générale, un acide aminé a comme structure R, CH, COOH, NH2. Donc vous avez un carbone. Donc vous avez bien une structure tétraédrique, un carbone qui est relié à un hydrogène, à un groupement R, dont je viens de parler. Et évidemment, comme l'acide aminé, une molécule d'acide aminé, c'est un ampholyte, ça veut dire que cette molécule a un caractère acide, à la fois acide et basique. S'il a un caractère acide, ça veut dire que dans sa structure, il y a une fonction acide. Et effectivement, il y a la molécule, il y a le groupement, COOH. COOH, c'est bien le groupement acide classique. Et dans sa structure, vous avez un groupement qui a un caractère basique. Et évidemment, le groupement à caractère basique le plus connu, c'est le groupement amine NH2. NH2 est un groupement à caractère basique. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça, on l'a vu en atomistique, sur l'atome d'azote, on l'a vu, vous avez un doublet non liant. Et ce doublet non liant, évidemment, c'est constitué d'électrons. Donc évidemment, on va dire que la liaison NH est polaire, et en plus, vous avez un doublet sur NH2. Donc vous allez avoir tendance, évidemment, à ce que ce groupement NH2 s'associe avec des ions H+. Je vous rappelle que H+, si je refais, un petit cours d'atomistique, je vous ai dit que H+, c'est un atome d'hydrogène, évidemment, qui a perdu un électron. Donc si je reprends la couche de valence de H, c'est 1s1. H, le H, donc H c'est 1s1. H+, c'est 1s0. Donc ça veut dire que vous avez bien une case quantique vide. Donc H+, on devrait mettre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand on l'écrit, on devrait mettre H+, et puis mettre un petit carré, pour dire que c'est le proton. C'est pour ça qu'on dit que H+, c'est le proton. Puisque la structure de H+, c'est un proton. Et vous avez une case quantique vide. Eh bien, cette case quantique vide va évidemment pouvoir attirer les deux électrons de l'azote, de cette paire d'électrons non liantes. Donc vous allez bien avoir une liaison, si on fait de l'atomistique, vous allez bien avoir une liaison dative qui va être dirigée du doublet de l'azote. Ce doublet de l'azote va venir dans la case quantique vide de H+, pour donner la liaison NH3+, une liaison covalente NH3+. C'est une liaison de coordination, une liaison de coordinance, une liaison dative. C'est pour ça que NH2 est fortement basique, puisque justement, il va se lier avec H+. Donc, RCH NH2COOH est donc bien une molécule, est un ampholyte. Alors l'acide aminé le plus simple, c'est la glycine. La glycine, pour lequel vous avez R égale H. Donc la glycine, c'est CH2, NH2COH. Donc cette molécule, elle a bien 2 pK. Parce que, attention, quand on parle de pK d'une molécule, c'est le pK de la fonction qui a un caractère acido-basique. Donc je reviens à ma molécule de glycine. CH2, NH2, COH. NH2, on va prendre par exemple COH plutôt. COH, c'est acide. Donc vous avez un pKa qui est associé à cette forme. Évidemment, vous allez avoir un pKa de l'ordre de 2,3.
Donc pKa1 égale 2,3, mais pKa1 égale 2,3, c'est associé à la fonction COOH. Vous avez dans cette molécule donc la fonction NH2 qui est basique. Donc, qui a un pKa de l'ordre de 9,9. Ça, c'est le pKa du couple, on va dire, NH3 plus NH2. Et là, ça serait le pKa du couple COOH, CO-. Donc évidemment, le pKa de la forme basique est beaucoup plus grand que le pKa de la forme acide, évidemment. COOH a bien un pKa beaucoup plus petit de 2,3 que le pKa du couple NH3 plus NH2. Donc on a 9,9 associé au couple CHCOH NH3 plus le couple CHCOH NH2, 9,9, et puis l'autre couple 2,3. Si on écrivait les deux équilibres associés à ces deux molécules à caractère acido-basique, eh bien, avant, on va écrire le diagramme de prédominance des espèces. Eh bien, le diagramme de prédominance des espèces, voilà comment on l'écrirait. Je mets toujours ma flèche horizontale. Comment je fais? Je place mes deux pKa. Je place sur cette flèche. C'est ça que je fais en premier. Hein. Je ne place pas déjà les molécules, je place les pKa, évidemment. Donc, d'une manière pratique, je trace une flèche horizontale, je mets les deux pKa. Donc, j'ai des pKa de 2,3 et 9,9. Donc, je mets 2,3, le plus petit. 2,3 à gauche, le plus grand. 9,9 à droite. Et ensuite, je place, c'est après que je place mes espèces. Alors, pour le pH inférieur, très inférieur à 2,3, j'ai la molécule qui a le caractère le plus acide. Donc, conformément à ce que j'ai dit pour les diacides de tout à l'heure, la molécule qui a le caractère le plus acide, c'est la molécule NH3 plus CH2 COOH. Évidemment, c'est la molécule qui a le caractère le plus acide, puisque elle va libérer, NH3+, va libérer un ion H+, pour donner NH2, et COOH va aussi libérer pour donner CO-. Donc c'est bien la molécule du type H2A, de tout à l'heure. Maintenant, quelle est la molécule qui est la plus basique? La molécule la plus basique, c'est évidemment NH2, CH2, CO-, en prenant toujours l'exemple de la glycine. Oui, puisque cette molécule, elle va pouvoir capter deux protons, COO- pour donner COH, et puis là, voilà, j'ai oublié CH2, donc CO- pour donner COH, et là, NH2 pour donner NH3+. Donc c'est bien la molécule qui a le caractère le plus basique. Et enfin, au milieu, eh bien, je vais mettre l'ampholyte. Et l'ampholyte, c'est évidemment NH3+, CH2, CO-. C'est bien un ampholyte puisqu'elle a un caractère acide par rapport au groupement NH3+, et elle a bien un caractère basique par rapport au groupement CO-. Donc, si on vous posait la question suivante, dans le solvant l'eau, je vais dissoudre une certaine quantité de glycine. NH2, CH2, COH. Et si on vous demandait quel est le diagramme de prédominance des espèces, eh bien, vous diriez, si le pH de la solution obtenue est compris entre 2,3 et 9,9, l'espèce majoritaire, c'est l'ampholyte NH3 plus CH2, CO-. Si le pH est très inférieur à 2,3, c'est la forme acide NH3 plus CH2, COH. Et si le pH, évidemment, est très basique, supérieur à 9,9, l'espèce majoritaire, c'est NH3 plus CH2, CO-. Alors évidemment, les équilibres
sont les suivants, les équilibres chimiques sont les suivants, ben, ça, c'est pas la peine de le noter parce que vous avez compris. La forme H2A, donc NH3 plus CH2COH plus H2O donne l'ampholyte, et puis l'ampholyte qui donne la forme basique et H3+. Donc ça, c'est les deux équilibres associés, donc pKa1 2,3, pKa2 9,9. Alors, cette espèce-là, NH3+, CH2CO-, c'est bien un ampholyte. Et dans le cas d'un acide aminé, on dira que c'est un, enfin même pas forcément un acide aminé, mais on voit que dans ce cas-là, cet ampholyte, vous avez sur la molécule une charge plus, une charge moins. On dira que c'est un zwitterion. Un zwitterion, c'est souvent, en acido-basique, c'est souvent une molécule qui a à la fois un caractère acide et un caractère basique. On dira que c'est la forme zwitterionique de l'acide aminé. À gauche, eh bien, on dira que c'est le cation, puisque vous avez une charge plus, c'est le cation à caractère acide associé à l'acide aminé. Et à droite, NH2, CH2CO-, c'est l'anion. C'est l'anion à caractère basique associé à l'acide aminé, NH2, CH2COOH. Alors, conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, si le pH de la solution obtenue est égal à 2,3 plus 9,9 sur 2, à la moitié du pKa, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, je pourrais dire que dans ce cas-là, l'espèce majoritaire, c'est le zwitterion. Donc, si on vous demandait à quel pH de la solution le zwitterion est majoritaire, et on peut négliger les deux autres formes, vous diriez le pH pour laquelle le zwitterion est majoritaire et on peut négliger ces deux formes, eh bien, le pH est égal à 2,3 plus 9,9 sur 2, la moitié des deux pKa. Alors, il y a un terme que vous verrez aussi en biochimie. On parlera quand vous avez un acide aminé, que vous le dissolvez dans l'eau, et que le pH de la solution obtenue est égal à la moitié des pKa. On a donc majoritairement dans la solution le zwitterion, et on dira dans ce cas-là que le pH de la solution obtenue, c'est le pH isoélectrique. Le pH isoélectrique, c'est le pH pour lequel la concentration en zwitterion est maximale. C'est-à-dire que la molécule est globalement neutre. Puisque dans un zwitterion, vous avez H+, et vous avez moins. Vous avez une charge plus, une charge moins. Donc globalement, la molécule est neutre. On dira dans ce cas-là, donc le pH est égal à la moitié des pKa, et on dira dans ce cas-là que on est au point isoélectrique de la solution. L'acide aminé est globalement neutre, elle est sous forme zwitterion. Pour une protéine, je vais mettre ça en remarque, pour une protéine, donc une protéine, vous verrez ça en biochimie, c'est une molécule constituée d'une succession de molécules d'acide aminé différents. On dira que la brique de cette protéine, que la protéine est constituée de briques, une brique étant un acide aminé. On dira que si vous dissolvez une protéine dans de l'eau, eh bien une protéine aura donc un caractère acido-basique. Et on dira que le pH de la protéine est égal, on dira que si le pH de la solution de protéine est égal au point isoélectrique de la protéine, ça veut dire que la protéine est globalement neutre. Sur cette protéine, vous avez autant de charge plus que de charge moins.
Vous verrez ça plus en détail donc en biochimie. Maintenant, on va voir on va revenir à cette notion d'acidité dans un solvant. Tout ce qu'on vient de voir là, pour le moment, c'est, et c'est le plus important pour vous, c'est le caractère acido-basique d'une molécule, toujours en supposant que le solvant, c'est l'eau. À chaque fois, j'ai bien insisté quand j'ai fait le cours, en vous disant que, si je reprends le monoacide, AH libère des ions H+, et l'eau va ensuite capter un proton H+, pour donner des ions H3 ou plus. Ça veut dire que le solvant, d'une manière, on va dire, simultanée, l'acide AH libère des protons H+, qui vont être tout de suite pris en charge par le solvant pour donner des ions H3 ou plus. Le fait que l'eau, comme ça, capte les protons H+, pour donner l'ion H3 ou plus, ça veut dire que l'eau capte les protons. On parlera de pouvoir prototropique du solvant. Donc, qu'est-ce que c'est que le pouvoir prototropique d'un solvant? C'est l'aptitude d'un solvant à capter un proton H+. Donc, c'est quoi le pouvoir prototropique d'un solvant? Le pouvoir prototropique d'un solvant, c'est l'aptitude du solvant à capter un proton H+. Donc, en fait, c'est sa capacité, on pourrait dire, à solvater un proton. Puisque le proton est libéré dans l'eau, évidemment, c'est logique. Vous allez avoir plein de molécules d'eau qui vont venir autour du proton, puisque vous avez une molécule d'eau qui est polaire, on l'a vu. Vous avez un moment antipolaire, H+, c'est un ion, vous avez une interaction en fin de compte, ion dipôle. C'est pour ça que ça se solvate. Ça, c'est encore de l'atomicité. Donc, ça solvate le proton. Et donc, ça va capter un proton pour donner des ions H3+. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouvoir prototropique. L'eau a donc un certain pouvoir prototropique. Vous avez d'autres solvants qui ont un pouvoir prototropique. Par exemple, la pyridine. La pyridine, je vous rappelle que c'est quoi? C'est un noyau basélique dont un carbone est substitué par un atome d'azote. Donc la pyridine, c'est un noyau aromatique à 6 branches. Donc on met bien un cercle. C'est un noyau aromatique dans lequel on a substitué un carbone par un azote. Eh bien, cette pyridine, comme tout à l'heure, va capter facilement un proton. Pourquoi? Parce que, toujours la même chose, la case quantique vide de H+, va se remplir par le doublet de l'azote pour donner liaison dative, pour donner l'anion pyridinium, pour donner le cation pyridinium NH+. Là, j'ai mis un équilibre. On pourrait dire même que ce n'est même pas un équilibre, que la réaction est totalement déplacée de la gauche vers la droite, parce que la pyridine, c'est un solvant qui est encore plus prototropique que l'eau. Et qu'en réalité, la pyridine, quand elle va s'associer avec H+, vous n'allez pas avoir un équilibre chimique, vous allez avoir une réaction totale. Donc la pyridine est un solvant qui est très, très prototropique. Et toujours, c'est dû à, toujours, à un atome, l'azote N, avec le doublet libre de l'azote, qui va pouvoir venir facilement remplir la case quantique vide 1s0 de H+, pour donner une liaison dative NH+. L'acide acétique, on pourrait très bien parler du solvant acide acétique. On pourrait très bien imaginer qu'on prend comme solvant l'acide acétique et que l'on va dissoudre un acide AH dans l'acide acétique. A l'inverse, l'acide acétique, lui, est très peu prototropique. Pourquoi? Parce que CH3COH va très peu réagir avec H+, pour donner l'ion CH3COOH2+. Ça, cet équilibre n'existe quasiment pas.
l'acide acétique ne va quasiment pas ou très difficilement capter des ions H+, pour donner l'ion CH3COOH2+. On va dire plutôt la réaction, c'est plutôt comme ça, dans le sens inverse. Donc la pyridine, c'est un solvant très très prototropique, plus prototropique que l'eau. Par contre, l'acide acétique est quasiment pas prototropique. Alors tout ça, pourquoi j'ai introduit cette notion de pouvoir prototropique? Parce que je vous ai dit qu'un acide, la force d'un acide, dépend du solvant dans lequel il est dissous. Je reprends l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, dans l'eau, si je reprends le solvant l'eau, dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'acide chlorhydrique libère les ions H+, et les ions Cl-, et les ions H+, vont tout de suite être pris en charge par le solvant qui est prototropique pour donner des ions H3O+. H+, plus H2O donne des ions H3O+. H2O est un solvant très prototropique. Il va capter entièrement les ions H+, libérés par HCl pour donner des ions H3O+. Donc l'équilibre est quasiment ici totalement déplacé de la gauche vers la droite. Alors, pour expliquer ça, on pourrait prendre la loi de Le Chatelier. Pourquoi? Eh bien, si j'applique la loi de Le Chatelier, HCl libère des ions H+, et ces ions H+, vont être pris en charge par H2O. Comme cet équilibre H2O, comme H2O est très prototropique, il va se lier facilement avec H+, pour donner H3O+. Les ions H+, sont donc consommés par cette réaction, donc cet équilibre-là est totalement déplacé vers la droite pour contrecarrer l'effet prototropique de l'H2O. C'est directement l'application de la loi de Le Chatelier. Donc on explique que HCl est totalement dissocié dans l'eau, que c'est un acide fort, qu'il n'y a pas de constante d'acidité, parce que l'H2O est un solvant prototropique. Et conformément aux lois d'équilibre, à la loi de Le Chatelier, comme cet équilibre est totalement déplacé vers la gauche pour former les ions, pour le déplacement déplacé vers la droite, pour former des ions H3O+, les ions H+, sont consommés, donc s'il y a un équilibre, il est totalement déplacé vers la droite, HCl va produire les ions H+, consommés par H2O. Ça, c'est la loi de Le Chatelier. Donc HCl est un acide totalement dissocié dans l'eau. Par contre, imaginons qu'on mette quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans de l'acide acétique ou dans du méthanol, qu'on n'utilise plus comme solvant l'eau, mais qu'on utilise comme solvant l'acide acétique. Ben, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, l'acide chlorhydrique, HCl, là j'ai mis un équilibre. HCl libère des ions H+. Le problème, c'est que si je regarde l'équilibre de l'acide acétique, on a dit tout à l'heure que l'acide acétique n'est pas prototropique. Ça veut dire que l'acide acétique ne consomme pas des ions H+. C'est l'inverse. Cet équilibre est plutôt déplacé vers la gauche. Donc les ions H+, sont libérés. Si les ions H+, sont libérés, ils vont tendance à être consommés ici. Donc ils vont tendance à réagir avec Cl- pour donner HCl. Donc l'acide acétique ne favorise pas la dissociation totale de l'acide chlorhydrique. Au contraire, il a plutôt tendance à la défavoriser. Donc on a bien ici un équilibre, contrairement à tout à l'heure. Donc l'acide chlorhydrique est un acide fort dans l'eau ou dans la pyridine, mais c'est un acide faible dans le solvant, l'acide acétique. Donc on pourrait très bien définir une constante d'acidité de l'acide chlorhydrique dans l'acide acétique. Pareil, si on dissout l'acide chlorhydrique dans un autre solvant, par exemple le méthanol ou l'éthanol, eh bien c'est pareil. Le méthanol est un solvant qui est peu prototropique.
CH3COH plus H+, est en équilibre avec CH3OH2+. Ça, c'est un équilibre. Ça, cet équilibre-là, il est plutôt déplacé vers la gauche. Le méthanol ne capte pas facilement des protons H+. Donc c'est un solvant qui est très peu prototropique, contrairement à l'eau et contrairement à la pyridine. Donc ça veut dire que si vous dissolvez de l'acide chlorhydrique dans le méthanol, ça ne va pas favoriser la dissociation de HCl en ion H+, et Cl-. Donc conclusion, par exactement le même raisonnement que je viens de tenir avec l'acide acétique, l'acide chlorhydrique est un acide faible dans le méthanol. Et effectivement, on pourrait démontrer que dans le méthanol, dans le solvant méthanol, CH3COH, le pKa est de 1,2. Vous ne notez pas epsilon, je ne parle pas. L'acide chlorhydrique dans le méthanol, le pKa est de 1,2. Dans le méthanol, dans le méthanol 1,2 et dans l'éthanol, si on dissolvait l'acide chlorhydrique dans l'éthanol, le pKa est de 2,1. Donc on voit que dans le méthanol, l'acide chlorhydrique a un caractère quand même légèrement plus acide que dans l'éthanol. Donc vous, ce qu'il faut retenir, ça c'est important, c'est qu'un acide, une molécule à caractère acide ou basique, le caractère acido-basique d'une molécule dépend du solvant. Donc par exemple, il ne faut surtout pas me dire, l'acide chlorhydrique c'est un acide totalement dissocié, est un acide toujours totalement dissocié. Non, ça c'est faux. L'acide chlorhydrique est un acide fort dans l'eau, c'est un acide fort, totalement dissocié dans la pyridine. Donc dans ces deux solvants, on n'a pas de constant d'équilibre. Par contre, c'est un acide faible dans le méthanol, c'est un acide faible dans l'éthanol, et c'est un acide faible aussi dans l'acide acétique. Donc la force d'un acide ou d'une base dépend du solvant. Alors, on vient de voir quelque chose ici aussi d'important. On vient de voir qu'on peut, entre guillemets, jouer sur le caractère acido-basique d'une molécule en choisissant un solvant adéquat. Et on vient de montrer que, effectivement, si on veut renforcer, imaginez, vous avez une molécule à caractère acide faible. Cette molécule a un caractère acide faible dans l'eau. La question est la suivante, comment est-ce que je fais si je veux augmenter la force de cet acide? C'est-à-dire qu'il libère plus facilement des protons. Vu ce que je viens de dire, pour renforcer la force d'un acide, une méthode pratique que je peux utiliser, c'est choisir un autre solvant que l'eau. Par exemple, si je veux augmenter la force d'un acide, je vais remplacer, au lieu de prendre de l'eau, je vais par exemple prendre la pyridine. Je vais prendre un solvant avec un pouvoir prototropique élevé. Donc pour renforcer la force d'un acide, je vais augmenter le pouvoir prototropique du solvant. Alors quels sont les solvants qui sont prototropiques? Donc je vous en redonne ici quelques-uns. Ce sont des solvants donc qui vont facilement capter des protons. Donc ce sont des solvants qui doivent évidemment avoir dans leur structure des atomes qui ont des doublets libres. Exemple, l'eau, H2O, vous avez deux doublets sur l'oxygène, c'est bien un solvant prototropique. L'ammoniac, NH3, c'est un solvant prototropique puisque vous avez un atome d'azote. La pyridine, on vient de le voir, c'est un solvant prototropique. Il faut savoir que la pyridine, c'est vraiment le solvant le plus prototropique. La pyridine, c'est un solvant qui est plus prototropique que l'eau. D'accord? Plus prototropique que l'ammoniac. Donc par exemple, si j'ai un acide AH que je trouve qui n'est pas suffisamment acide dans l'eau, je vais utiliser comme solvant la pyridine, qui est plus prototropique que l'eau.
Vous avez aussi un autre solvant qui est prototropique, c'est la formamide. La formamide, c'est une molécule COHNH2. Vous avez bien 2 doublets, vous avez même 3 doublets. Vous avez un doublet sur l'azote et 2 doublets sur l'oxygène. Donc la formamide, c'est un solvant qui a un caractère prototropique intéressant. Donc j'ai mis 3 petites étoiles pour la pyridine pour vous dire que c'est le solvant le plus prototropique. Et souvent, en pratique, quand on veut augmenter le pouvoir prototropique, quand on veut augmenter le caractère acide d'une molécule, on va le dissoudre dans la pyridine au lieu de l'eau. Alors, par symétrie, on va évidemment parler des bases. Je rappelle, une base, c'est une molécule qui a avoir tendance à capter des protons. Donc c'est une molécule, on vient de le voir, qui a dans sa structure généralement des atomes électronégatifs, souvent des atomes d'azote, qui vont se lier à H+. Donc une molécule fortement basique, c'est une molécule qui va se lier facilement avec des protons H+. Mais pareil, vous avez un équilibre chimique, on vient de le voir, on l'a vu. Donc on peut se poser aussi la question de savoir comment est-ce que je peux renforcer le pouvoir basique d'une base. Une base, par exemple, on va dire qui est faible dans l'eau, comment est-ce que je vais faire pour qu'elle soit totalement dissociée dans un autre solvant, pour qu'elle libère totalement des ions OH-. Bien évidemment, à l'inverse, pour renforcer le caractère basique d'une molécule, on va utiliser un solvant moins prototropique que l'eau. Ben oui, on va utiliser un solvant qui, justement, lui, à l'inverse, ne capte pas les protons H+. Pourquoi? Ben parce que si on revient au même raisonnement en utilisant la loi de Le Chatelier, une molécule basique, la molécule basique faible classique, c'est RNH2. Donc la molécule RNH2 avec une fonction amine, dans l'eau, alors RNH2 va avoir tendance à capter des ions H+, pour donner RNH3+. Mais c'est un équilibre, puisque c'est une base faible, RNH3+, a tendance à libérer les ions H+. Mais ces ions H+, vont avoir tendance à être captés par les ions H2O. Donc les ions libérés par H+, vont avoir tendance à être consommés par la molécule d'eau, qui est très prototropique. Donc, RNH3+, va avoir tendance à libérer les ions H+. Donc, c'est pour ça que vous avez un équilibre, une base à caractère faible. Pour renforcer le caractère basique, il faut donc que j'utilise un solvant qui ne capte pas facilement les protons libérés, d'après la loi de Le Chatelier. Donc, il faut que j'utilise un solvant qui soit très peu prototropique. Exemple, l'acide acétique. Si je dissous une quantité d'acide de base RNH2 dans l'acide acétique, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai le même équilibre que tout à l'heure, RNH2 plus H+, de RNH3+. Simplement, RNH3+, ne libérera pas RNH2 et H+. Pourquoi? Parce que, comme CH3COH est très peu prototropique, CH3COO H2+, lui, il donne toujours des ions H+. Donc d'après la loi de Le Chatelier, ça favorise bien la consommation de H+, par RNH2. Donc la base est totalement, on va dire, elle capte totalement les ions H+, pour donner les ions RNH3+. Donc on dira que RNH2 est une base forte dans l'acide acétique, mais une base faible dans l'eau. Donc conclusion, pour renforcer le caractère basique d'une base faible, je vais utiliser un solvant à caractère prototropique faible. Donc par exemple, utiliser comme solvant de l'acide acétique. Et c'est souvent ce qu'on fait. Lorsqu'on a une molécule qui a dans sa structure des fonctions amines, donc plutôt une molécule à caractère base faible,
si on veut renforcer le caractère basique de cette molécule, on ne va pas la dissoudre dans de l'eau, on va la dissoudre dans de l'acide acétique. Et dans ce cas-là, cette base qui était faible, qui avait une constante d'équilibre, elle va devenir totalement forte dans l'acide acétique. Donc, pour renforcer la force d'une base, je vais diminuer le pouvoir prototropique du solvant. Alors, quels sont les solvants qui vont être utilisés? Quels sont les solvants donc qui sont faiblement prototropiques? Alors, le solvant le plus utilisé, c'est l'acide acétique, ou alors les acides halogéno-acétiques. Alors, un acide halogéno-acétique, c'est un acide qui a dans sa structure des halogènes. Par exemple, on va utiliser l'acide trifluoroacétique, CF3COOH. Un acide halogéno-acétique, c'est un acide qui a dans sa structure des halogènes. Donc vous avez, si je prends l'acide acétique, CH3COH, on va dire que l'acide halogéno-acétique de l'acide acétique, ça peut être par exemple CF3COOH, l'acide trifluoroacétique. Ou alors on pourrait utiliser l'acide trichloroacétique. On va voir maintenant comment on calcule le pH d'une solution. Alors, vous pouvez mettre donc calcul du pH d'une solution. Alors, premièrement, l'eau pure. Alors, on va voir l'eau, le pH de l'eau pure. On l'a vu, c'est ce que j'ai dit en début de cours. Le pH de l'eau à 25 degrés, c'est 7. Alors, comment on a fait pour trouver le pH? Si on revient d'une manière, on va dire, plus calcul. J'ai de l'eau pure. La première chose qu'on fait quand on a une solution quelconque, c'est qu'on essaie, évidemment, on essaie un peu, et on se dit quelles sont les espèces qu'il y a en solution. Alors si je prends l'eau, dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des molécules d'eau, H2O, il y a, et puis après, on va dire, ça c'est une molécule, et après j'essaie de regarder évidemment qu'est-ce qu'il y a comme espèce ionique. Il y a des ions H3O+, et des ions OH-. Donc si je vais, on dit qu'on fait le bilan des espèces. Si je fais le bilan des espèces, donc des entités chimiques qu'il y a dans l'eau, il y en a 3. Il y a les molécules d'eau H2O, les ions H3O+, et les ions OH-. Qu'est-ce que c'est que le pH? Pour calculer le pH, il faut que je calcule la concentration des ions H3O+. Le calcul du pH, c'est ça, c'est calculer la concentration des ions H3O+. Et une fois que j'ai la concentration des ions H3O+, le pH est égal à moins logarithme décimal de cette concentration. Donc, je vais calculer la concentration des ions H3O+, de l'eau. Pour ce faire, je peux raisonner comme ça en disant, j'utilise une propriété classique de dire qu'une solution est électriquement neutre. C'est-à-dire qu'il y a autant de charge plus que de charge moins. Donc j'applique cette propriété. L'eau est une solution neutre. Il y a autant de charge plus que de charge moins. Ça veut dire que la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions OH-. Donc c'est cette équation que j'ai écrite. Alors ça ne suffit pas pour calculer le pH. Pour calculer le pH, j'ai besoin de la constante d'acidité. Donc j'écris comme tout à l'heure, KE égale concentration des ions H3O+ fois concentration des ions OH-. Et on vous donne cette valeur, on la connaît, c'est 10 puissance moins 14.
Je remplace dans cette équation, je trouve H3O plus au carré égale 10 puissance moins 14, j'en déduis que pH égale 7. Mais donc dans ma démarche, j'ai fait le bilan des espèces chimiques dans la solution. Maintenant, deuxième question, deuxième type de solution, quel est le pH d'une solution d'acide fort? Alors, quand je dis fort, c'est-à-dire un acide totalement dissocié. Donc, il n'y a pas de constante d'équilibre. Alors, tout de suite, systématiquement, maintenant, je vais m'intéresser uniquement au solvant l'eau. Maintenant, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse, on va dire, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous utilisez des solutions aqueuses. Donc maintenant, je ne parle plus que de solvant l'eau. On va prendre l'exemple donc d'un acide totalement dissocié. Exemple, l'acide chlorhydrique. Donc, quelle est la question? La question est la suivante. Vous avez la question est la suivante. On vous dit quel est le pH d'une solution d'acide chlorhydrique, et cette solution d'acide chlorhydrique a une concentration C. Donc vous avez C mol par litre d'acide chlorhydrique dans de l'eau. Je commence à écrire la réaction chimique. Eh bien, l'acide chlorhydrique plus H2O donne H3O+, plus Cl-. Il n'y a pas d'équilibre chimique puisque c'est une réaction totale. Donc HCl plus H2O donne H3O+, plus Cl-. Deuxièmement, je fais le diagramme, je fais l'électroneutralité de la solution. Et avant, je fais le bilan de toutes les espèces, sans en oublier. Dans la solution, j'ai quoi? J'ai des ions H+. Donc ils vont s'associer avec l'eau pour donner des ions H3O+. Donc j'ai des ions H3O+, des ions Cl-, et j'ai de l'eau, H2O. Et des ions OH-. Ma solution est neutre. Donc j'ai autant de charge plus que de charge moins, donc j'écris concentration des ions H3O+, est égale à concentration des ions Cl-, plus concentration des ions OH-. Deuxième équation, j'ai toujours, ça elle est toujours valable, l'équation de dissociation de l'eau. 2H2O est en équilibre avec H3O+, plus OH-. Il ne faut pas que je l'oublie, cette équation. Donc j'ai toujours l'équation H3O+ fois OH- égale 10 puissance moins 14, tout le temps. Donc je peux écrire l'équation suivante, H3O+ est égal à Cl- plus Ke sur H3O+. Voilà l'équation sans faire aucune approximation, H3O+ égale Cl- plus Ke sur H3O+. Puisque OH- est égal à Ke sur H3O+. Alors, on va faire des approximations, on peut faire des approximations. L'approximation la plus souvent que l'on fait, c'est qu'on se dit que si je dissous de l'acide dans l'eau, je peux supposer que les ions OH- sont en très faible concentration par rapport aux ions Cl-. C'est-à-dire si je dissous une concentration assez conséquente d'acide chlorhydrique, nettement supérieure par exemple à 10 puissance moins 7, si ma concentration d'acide chlorhydrique est supérieure à nettement supérieure à 10 moins 7 mol par litre, je peux supposer que la quantité des ions en OH- est négligeable. C'est négligeable par rapport à Cl-. Donc en première approximation, je peux dire que OH- est très inférieur à Cl-, donc H3O+ est égal à Cl-. Donc la quantité d'ions H3O+ libérée est égale à la concentration en ions Cl-. Donc ça veut dire que si ma solution d'acide chlorhydrique n'est pas trop diluée, je peux dire que pH égale moins log décimal de la concentration C de la solution. Donc elle est simple, la formule. Si j'ai une solution d'acide chlorhydrique, d'acide fort, faiblement dilué, je peux dire que pH égale moins log de C. Si par contre, ma solution d'acide chlorhydrique est fortement diluée, c'est-à-dire que mon acide chlorhydrique a une concentration proche, par exemple, à 25 degrés de 10-7 mol par litre,
Ça veut dire que les ions OH- ne seront pas forcément négligeables par rapport aux ions Cl-. Ça veut dire que dans l'équation précédente, je ne peux faire aucune approximation. Donc je suis obligé de résoudre l'équation du second degré suivante. H3O plus au carré moins Cl- fois H3O plus moins KE égale 0. Comme Cl- est égal à grand C, je peux en déduire qu'il faut que je résolve l'équation du second degré suivante. H3O plus au carré moins la concentration C fois H3O plus moins KE égale 0. Donc si ma solution, si je ne peux pas faire cette approximation, si ma solution est, la concentration de cette solution est proche de 10 puissance moins 7 mol par litre, je ne peux pas faire l'approximation concentration des ions OH- nettement inférieure à Cl-, je suis obligé de résoudre cette équation du second degré. Et on le voit bien avec le petit exemple suivant. C'est pas la peine de reprendre tout le calcul, vous pourrez faire ça chez vous. Imaginez que vous ayez une solution d'acide chlorhydrique à 10 puissance moins 7 mol par litre. Vous avez une solution d'acide chlorhydrique à 10 puissance moins 7 mol par litre. Si je prenais la formule pH égale moins log de C, ça ferait pH égale 7. On se doute que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ma solution a le même pH que l'eau neutre. Puisqu'on a vu qu'à 25 degrés, le pH de l'eau est de 7. Ça, c'est pas possible. C'est une solution acide, elle doit avoir un pH inférieur à 7. Donc, conclusion, je suis obligé de résoudre l'équation du second degré. H3O plus au carré moins 10 moins 7 fois H3O plus moins 10 moins 14 égale 0. Vous savez tous résoudre une équation du second degré. Et on trouve pH égale 6,8. Donc on voit que le pH n'est pas de 7, mais le pH est légèrement inférieur à 7, c'est logique. Il est de 6,8. On va voir maintenant, troisième exemple, le pH d'une solution d'acide faible. Donc on va supposer qu'on a une solution on va supposer qu'on a, donc, on va reprendre l'exemple, on a une molécule qui a un caractère acide, on va supposer un monoacide, on va supposer qu'on a un monoacide. Là, on prend un exemple d'un monoacide. On a un monoacide HA. On va dissoudre une certaine quantité de ce monoacide HA dans de l'eau. Et on va avoir une concentration C de cette solution. Donc je reprends, on a par exemple n grammes d'un monoacide HA, dont on connaît la masse molaire. On dissout ces n grammes dans de l'acide, dans de l'eau, pardon, et on vous dit quel est le pH de cette solution. Alors attention, on va appeler grand C. Grand C, c'est quoi? Il faut savoir de quoi on parle. Grand C, c'est la concentration initiale en acide, en molécule HA. Attention, c'est bien la concentration initiale. C. Donc on va dire, à l'instant initial, si j'ai n grammes d'acide acide AH, de masse molaire grand M, je peux trouver le nombre de moles, je connais le volume d'eau, donc je peux connaître la concentration initiale dissoute de AH dans l'eau. C'est la concentration initiale. Alors, cet acide AH, il va se dissoudre dans l'eau pour établir l'équilibre. Je ne le réécris pas. AH plus H2O donne A- plus H3O+. C'est un équilibre. Alors, ça c'est important ce que je dis. À l'instant initial, on pourrait dire que la concentration en AH est égale à C. On pourrait dire C0. À l'équilibre, quand l'équilibre se fait, quand l'équilibre chimique se fait, une certaine quantité de AH
s'est dissocié pour donner des ions A-. À l'équilibre, c'est-à-dire quand les concentrations ne varient plus. Je vais donc avoir à l'équilibre une certaine quantité de AH qui va rester et je vais avoir une partie de AH qui s'est dissociée pour donner des ions A-. La somme de ces deux concentrations AH plus A- c'est égal à quoi? C'est égal évidemment, ça c'est la conservation de la matière, c'est égal à la concentration initiale d'acide que j'avais mis, c'est-à-dire C0 ou grand C. Donc, il y a une équation importante que je dois écrire dès le départ, c'est la conservation de la matière. À l'équilibre, je vais avoir la concentration en AH, c'est-à-dire la concentration d'acide qui reste, qui ne s'est pas dissociée, plus la concentration en A-, c'est-à-dire la partie dissociée de AH qui a donné A-, eh bien AH plus A- c'est égal à la concentration initiale C, la concentration initiale que je connais. Donc je peux écrire la conservation de la matière, AH plus A- est égal à C. Et ça c'est important de bien comprendre ça. Initialement, grand C, c'est ce que je mets dans l'eau. Mais à l'équilibre, une fraction de AH s'est dissociée en A-. Donc, à l'équilibre, ce grand C initial, c'est égal à ce qui reste, AH, plus la fraction dissociée, c'est-à-dire A-. Donc, AH plus A- est égal à C, que je connais. Donc, je fais ensuite le bilan des espèces. J'ai quoi dans ma solution? J'ai A- qui s'est formé. J'ai une fraction de AH qui ne s'est pas dissociée, qui reste. J'ai des molécules d'eau, j'ai des ions H3O+, et j'ai des ions OH-. Donc je peux écrire d'autres équations. J'en ai déjà écrit une. J'ai déjà écrit AH plus A- égale C. Je peux, puisque je connais, on vous donnera toujours la constante d'acidité, je peux écrire que la constante d'acidité Ka, c'est égal à la concentration des ions H3O+, fois concentration des ions A- sur la concentration de AH. Je peux ensuite écrire quoi? L'électroneutralité de la solution. L'électroneutralité, j'ai autant de charge plus que de charge moins. Donc ça veut dire que H3O+, la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions A-, plus concentration des ions OH-. Alors maintenant, on va faire une approximation. Je vous rappelle, le but, c'est de trouver H3O+, la concentration des ions H3O+. On va supposer que l'acide AH est faiblement dissocié. On va supposer qu'il est peu dissocié. Donc c'est un acide qui a un caractère quand même relativement faible. Donc dans le cas où l'acide est très peu dissocié, s'il est très peu dissocié, ça veut dire qu'on suppose que la quantité de AH est nettement plus grande que A-, puisqu'il est peu dissocié. Donc on va pouvoir, à l'équilibre, négliger la quantité des ions A- par rapport à AH. Donc si on fait cette approximation, on peut dire que la concentration de AH à l'équilibre est approximativement égale à la concentration initiale grand C que je connais, puisque vous savez la quantité d'acide AH que vous avez mis au départ. D'après l'équation de neutralité, on peut dire donc que H3O+ est approximativement égal à A-. On suppose évidemment que les ions OH- sont très nettement inférieurs à A-. Donc en remplaçant dans la constante d'équilibre, on arrive, en faisant cette approximation,
à écrire que Ka égale H3O plus au carré sur C. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que C, on le connaît, vous connaissez, puisque vous connaissez la concentration initiale de votre molécule dans la solution. Ka, vous connaissez. Donc ça veut dire que vous êtes capable de trouver la concentration des ions H3O+. Donc Ka égale H3O+, au carré sur C. On va donc écrire que H3O+, égale Ka fois C. On prend le logarithme décimal de cette équation. 2 log de H3O+ égale log de K plus log de C. Donc finalement, on arrive à pH, le pH de la solution. Donc conclusion, le P à 25 degrés. Ou une autre température. À une certaine température T, le pH de cette solution d'acide faible, en supposant que cet acide faible est peu dissocié. En faisant cette approximation, la formule qui permet de calculer le pH est la suivante. pH égale 1,5 de pKa moins logarithme de C. Log décimal. Alors, à 25 degrés, on vous donnera pKa. C, on vous le donnera, donc vous pourrez trouver le pH. C'est une formule, cette formule est à connaître par cœur. pH d'une solution d'acide faible, à caractère faiblement dissocié, pH égale 1,5 de pKa moins log de C. Dans les exercices, dans les ED, quand vous aurez à calculer le pH d'une solution d'acide faible, vous utiliserez systématiquement cette formule. Je supposerai pour ma part toujours que je vous donne des acides qui sont faiblement dissociés et que cette loi s'applique. Je vous dis ça parce que ce n'est pas la peine de venir me voir ou de m'envoyer des mails pour me dire comment on fait pour calculer le pH d'une solution. Si cet acide faible n'est pas faiblement dissocié, on ne l'a pas vu dans le cours, on ne le verra pas dans le cours. Ou si vous avez un exercice, vous verrez un exercice en ED, mais voilà, ça sera bien spécifique. Vous n'avez dans vos calculs à retenir que cette formule. pH égale 1,5 de pKa moins log de C. Par contre, pour l'acide fort de tout à l'heure, comme je l'ai dit dans le cours, il peut très bien vous ayez par exemple à calculer le pH d'une solution de l'acide fort avec une concentration de 10 puissance moins 6,5 mol par litre, par exemple. Ça, on l'a vu. Donc, vous devez pouvoir faire en résolvant une équation du second degré. Voilà. 9h52, comme on n'a pas fait de pause, on continuera demain. Bonne journée à vous et à demain.